Eh bien, écoutez, je vous propose qu'on commence. Les personnes pourront nous rejoindre au fur et à mesure, il n'y a pas de souci. Et puis, pour être sûr de vraiment terminer dans les temps. Eh bien, bonjour à tous. Je suis Marion, donc je suis consultante au sein du cabinet Sémaphore. Et donc, on se retrouve aujourd'hui pour un déj RH autour des outils de mesure de l'absentéisme. Donc, très rapidement sur notre fonctionnement, n'hésitez pas à prendre la parole, à pouvoir échanger, que ce soit vos conseils ou même vos questions, surtout n'hésitez pas. Et puis, si vous voulez, vous pouvez également interagir dans le chat. Ma collègue Romane, qui nous a également rejoint, m'aidera si jamais je vois, je n'ai pas le temps de voir les questions ou d'y répondre. Donc, elle me soufflera dans l'oreillette finalement que j'ai une question. Donc, surtout, n'hésitez pas. Et n'hésitez pas même à allumer votre caméra ou votre micro quand vous souhaitez prendre la parole, c'est toujours plus agréable. Avant qu'on commence, et comme ça laisse également le temps aux personnes de pouvoir nous rejoindre. Euh, Très rapidement, le cabinet Sémaphore, qui sommes-nous? Alors, nous sommes un cabinet rouennais, implanté rive gauche et rive droite. Et donc, nous avons plusieurs champs d'activité. Nous intervenons donc sur un premier point qui est sur la partie structurée, vos actions RH. Donc, vous l'aurez deviné, c'est le pôle auquel j'appartiens, bien que je navigue sur différents pôles. Mais en tout cas, on accompagne nos clients dans la définition de leur stratégie RH, dans la gestion des talents, la mise en place également aussi de la QVT, de la QVT et faire tous les sujets RH auxquels ils sont confrontés ou sur lesquels ils peuvent avoir des questions. On a également un pôle sur le recrutement pour accompagner toujours nos clients sur le recrutement de leurs futurs talents, mais également l'identification de leur stratégie de recrutement. Et puis après, nous avons deux autres pôles, donc attrait sur l'efficacité collective. Donc là, pour le coup, majoritairement accompagnée par mes collègues qui sont psychologues du travail pour accompagner de manière collective ou individuelle les entreprises, les organisations, mais également les personnes. Alors, attendez, je vois juste une question. Avez-vous vérifié Ok, c'est Roman qui. C'est vrai que tout le monde m'entend bien, hein. Vous m'avez dit oui tout à l'heure. Donc, pour le coup, je laisse Roman. Ok, top, merci. Et également le dernier pôle, donc, qui est donc, favoriser l'évolution professionnelle. Donc là, avec des coachings de carrière, des coachings individuels, mais également aussi de la création d'entreprises pour des bénéficiaires ou des personnes qui seraient dans les structures et qui auraient un projet de création d'entreprise. Comme je vous l'ai dit, nous avons plusieurs formats d'activité, hein. Donc, on peut à la fois faire du coaching individuel ou du coaching d'équipe, de l'audit, du conseil, des formations, également des conférences et des webinaires. Et c'est dans ce cadre qu'on se rencontre aujourd'hui. Je vous l'ai dit également, une équipe d'experts, que ce soit des psychologues du travail, des coachs professionnels, mais également des consultants en ressources humaines, consultants en outplacement, création d'entreprise et également des formateurs en management. Donc, on a quand même un grand panel de professionnels d'experts qui peuvent vous accompagner nos clients tout au long de leur aventure dans l'entreprise. Et pour terminer sur Sémaphore et qui nous sommes, donc nous sommes également en lien et partenaire d'un réseau de cabinets qui s'appelle RRH, donc Relais Ressources Humaines. Et donc nous sommes 7 cabinets en tout répartis à peu près sur toute la France, qui nous permet effectivement de pouvoir mener des actions communes, que ce soit à Marseille, Toulouse par exemple, en fonction des besoins et surtout des expertises. C'était effectivement pour avoir ce champ d'expertise au niveau national. Voilà pour Sémaphore. Et donc, me concernant très très rapidement, je vous l'ai dit tout à l'heure, et donc moi je suis toujours Marion, donc je suis toujours consultante au sein du cabinet, et donc je suis également formatrice sur des sujets RH, et donc j'accompagne majoritairement des TPE, PME, mais également des grands comptes sur leurs problématiques et leurs questionnements RH. Et fut un temps, dans une autre vie professionnelle, j'ai eu la chance d'occuper le poste de campus manager et donc de gérer l'intégralité du process de définition, de recrutement et de gestion de carrière des alternants dans ma précédente entreprise. Eh bien écoutez, sans plus attendre, je vous propose qu'on commence et que je vous présente le programme de ce DGRH qui est assez complet, vous allez le voir. Dans un premier temps, on va commencer par un flash RH info, une petite brève RH mais liée à l'absentéisme. Je vous présenterai ensuite
quelques chiffres liés à l'absentéisme. Alors pour certains, toutes les personnes qui ont pu voir la vidéo de lancement et de teasing, certains ont été donnés, mais pas tous. Donc c'est pour ça que je vous présenterai quelques chiffres d'enquêtes qui sont sortis récemment. On verra ensuite les enjeux et l'intérêt de mesurer l'absentéisme, pourquoi il faut le faire et pourquoi ça peut vraiment être un enjeu pour les services RH, mais également pour les équipes au quotidien. Évidemment, un temps d'échange sur les outils connus, les outils que vous utilisez, mais également les questions que vous pourriez avoir au niveau de ce sujet. Donc surtout, n'hésitez pas à poser toutes vos questions, que ce soit dans le chat ou encore une fois que ce soit avec la caméra et de vive voix, surtout, n'hésitez vraiment pas. Et puis, on terminera par la présentation des outils de mesure de l'absentéisme. Je vous présenterai 5 méthodes qui peuvent vous accompagner pour justement mesurer l'absentéisme dans vos structures. Et avant qu'on commence, je souhaite la bienvenue à toutes les personnes qui nous ont rejoints entre le début de l'introduction et maintenant. Flash info. L'absentéisme, l'écart se creuse entre TPE et grandes entreprises. C'est une information qui est sortie il y a un petit peu moins d'une semaine avec des chiffres, donc notamment l'écart entre 2021 et 2023. On se rend compte que les entreprises de plus de 1000 salariés ont vu une baisse significative des arrêts maladie, là où les entreprises de moins de 10 salariés, eux, ont enregistré une forte augmentation. Et notamment celles entre 10 et 49 salariés ont un taux d'absentéisme proche de 50%. Effectivement, on se rend compte aujourd'hui que l'absentéisme touche toutes les entreprises, que c'est pas parce qu'on appartient à une multinationale ou au contraire à une entreprise de moins de 10 salariés que l'absentéisme ne nous touche pas. C'est vraiment un sujet crucial aujourd'hui. Alors, on l'a pu le vivre et je suppose que vous l'avez vécu avec la crise Covid qui a eu lieu maintenant, qui se termine à peu près il y a 2 ans. Donc l'absentéisme a été là pour le coup au cœur des sujets, mais ça se poursuit aujourd'hui et beaucoup d'enquêtes mettent aujourd'hui l'accent sur l'absentéisme en entreprise et le définit par secteur et également par métier. On verra qu'il y a d'autres métiers, certains métiers, certains secteurs qui sont un peu plus touchés que d'autres. Toujours sur cette enquête, qui est donc une enquête de Malakoff Humanis, on voit que plusieurs facteurs expliquent cette tendance. Un recours moindre au télétravail dans les petites entreprises. 10% contre 24% pour les grandes entreprises, où le télétravail est un peu plus instauré que dans les plus petites structures. Une diminution de l'engagement des salariés passant de 55% en 2020 à 48% en 2023 dans les petites structures. Donc on se rend compte aussi qu'aujourd'hui, l'absentéisme n'est pas que lié à une pathologie, une maladie, un accident, une maladie professionnelle, mais qu'il y a vraiment d'autres choses aujourd'hui qui englobent l'absentéisme. Et donc, une enquête et une analyse de cet absentéisme et de ses causes d'absentéisme est de plus en plus importante aujourd'hui dans les entreprises. Quelques chiffres. Je vous les donner. Donc, ce sont des chiffres qui sont sortis avec le baromètre de l'absentéisme et de l'engagement du cabinet Aiming. J'espère que je le prononce bien. C'est un cabinet qui, effectivement, sort des enquêtes tous les ans sur l'absentéisme et le taux d'engagement, et donc qui le répertorie par secteur, par type d'absentéisme et par type d'absence aussi, d'ailleurs. On voit aujourd'hui qu'on a 6,7% de taux d'absentéisme moyen en 2022, ce qui représente aujourd'hui 24,5% de jours d'absence par salarié en moyenne en 2022. Là, pour le coup, c'est tout secteur confondu. Et donc, on se rend compte également que tous ces chiffres donnent 47% de salariés ayant eu au moins une absence en 2022. Tout secteur confondu, là, pour le coup, toute absence confondue également. Si on crante un tout petit peu et qu'on rentre un petit peu plus, on se rend compte que le taux d'absentéisme et d'absents au niveau national, entre 2019 et 2022, a progressé de 34%. Vous pouvez le voir sur la courbe qui s'affiche. Donc, ce qui amène effectivement à plus 21% de hausse du taux d'absentéisme entre 2019 et 2022. Encore une fois, là, c'est sur la partie nationale.
tous secteurs confondus. Je n'ai pas fait de focus par secteur, mais en tout cas, c'est au niveau national. Donc, on voit qu'il y avait eu une baisse en 2021 et ça a réaugmenté en 2022 avec le taux de 6,70%. Concernant maintenant les types, le taux d'absentéisme et d'absence par motif d'absence. Le cabinet Emaing l'a fait sur 4 types. Vous avez les absences pour maladie, les absences pour accident de travail, accident de trajet et maladie professionnelle. Il y a une part encore aujourd'hui non négligeable puisque 48% des salariés questionnés déclarent s'être absentés en 2022 pour un arrêt lié à la Covid-19. Donc on a quand même toujours en 2022, enfin l'enquête qui s'est passée donc en 2023 pour les chiffres 2022, toujours quand même cette part aujourd'hui du virus de la Covid-19 qui est toujours présente. On se rend compte quand même que sur la partie maladie, c'est là où il y a le plus d'absentéisme. On est donc à 5,61% en 2022. Ça amène effectivement un taux de 45% de salariés absents. Vous avez derrière les accidents de travail qui, eux, représentent 0,80% de taux d'absentéisme, donc avec 3% exprimé en pourcentage par salarié. Vous avez derrière les accidents de trajet et les maladies professionnelles. On voit également aujourd'hui que la maladie professionnelle est passée de 0,20 à 0,21%, ce qui représente 0,3% finalement des pourcentages de salariés absents. Cette enquête est toujours sortie par le cabinet Emaing. Selon vous, donc là que ce soit par chat ou en prise de parole, quels sont selon vous les facteurs d'absentéisme en entreprise? Si vous souhaitez, si vous pouvez répondre dans le chat en présentiel, mais même aussi vous, les facteurs auxquels, que vous avez pu identifier si vous avez déjà fait des enquêtes, quels sont selon vous les facteurs d'absentéisme en entreprise? Qu'est-ce qui provoque aujourd'hui cet absentéisme en entreprise? Je vous laisse répondre. Oui, des conditions de travail dégradées, effectivement. Perte de motivation. Ok. Mauvaise conduite du changement, le manque de motivation. Ok. Un état de santé nécessitant. Oui, effectivement, l'état de santé nécessitant un arrêt de travail. Le climat social dégradé, des RPS, oui. Fatigue physique, mauvais management. Ok. Alors, j'ai que votre prénom, alors je suis désolée Nathalie, je vois que vous levez la main. Je vous écoute si vous avez une question ou une intervention. Ou c'était peut-être juste pour pouvoir échanger dans une mauvaise manipulation, il se peut aussi. Mauvais équilibre vie pro, un mauvais management. Excusez-moi. Manque de perspective d'évolution, changement de poste, ok, rémunération inadéquate. Effectivement, comme vous avez pu le citer. Ah, vous n'avez pas la main de connaissance. Eh bien, dans ce cas-là, n'hésitez pas à écrire directement dans le chat. Je pense que les micros ont été désactivés pour éviter les activations sans faire attention. Donc, n'hésitez pas. Souci personnel. Je fais une petite intervention rapide pour prévenir que quand vous levez la main, on peut vous autoriser l'accès à votre micro. Voilà. Ok. Donc, voilà, surtout si vous voulez intervenir, alors levez bien la main pour que moi je puisse vous donner accès à votre micro ou que ma collègue puisse le faire également. Vous pouvez intervenir, Nathalie, vous pouvez allumer votre micro. Nathalie, n'hésitez pas à intervenir.
À tout moment, je vous laisserai intervenir. Il n'y a vraiment pas de souci. Pour le coup, je réagis à tout ce que j'ai vu dans le chat. Donc, effectivement, vous avez là donné un certain nombre d'informations et un certain nombre de facteurs qui, effectivement, amènent aujourd'hui à des facteurs d'absentéisme en entreprise. Alors, voici une infographie que je peux vous présenter sur le fait qu'il y ait des absences ou des présences. Alors, vous l'avez tous. Je l'ai vu à plusieurs fois sur le management. Effectivement, aujourd'hui, le management est un facteur d'absentéisme en entreprise. Et c'est là où je vous dis, on ne parle plus forcément de pathologie, bien qu'une personne dans le chat ait cité effectivement un souci de santé qui nécessite un arrêt. Mais aujourd'hui, vous voyez qu'il y a d'autres facteurs que celui-ci. Le management est un facteur aujourd'hui de l'absentéisme. Vous avez également ambiance et relations humaines. Je l'ai vu passer dans le chat. Vous l'avez dit également, ce sont des facteurs, que ce soit ambiance et relations humaines de manière générale, au sein de l'équipe ou au sein de l'entreprise, ou simplement un lien interpersonnel avec une personne de l'équipe ou avec son manager qui est dégradé ou qui s'est dégradé avec le temps. Le système de reconnaissance, c'est le dernier message. Effectivement, le manque de reconnaissance ou le système de reconnaissance aujourd'hui en entreprise qui n'est plus adapté à ce qu'attend le collaborateur ou à ce qu'attendent les collaborateurs de manière générale. Le système de règlement social, vous l'avez dit, les valeurs, une personne qui serait plus alignée avec les valeurs de l'entreprise ou qui jugerait que les valeurs de l'entreprise ne sont plus en alignement avec avec ce que la personne, ce que le collaborateur souhaite faire ou souhaite voir dans sa perspective d'évolution. Des situations individuelles, de manière générale, qui peuvent amener, comme vous l'avez dit, à des soit une pathologie, une maladie ou une situation personnelle qui également peut être complexe. L'environnement de travail, ça peut être le lieu de travail, ça peut être le temps de route aussi, qu'il y a tout ce que l'environnement peut avoir comme intégration et influence sur l'individu ou les individus. La sécurité, la santé, les conditions de travail, effectivement, qui sont offertes et qui sont disponibles dans l'entreprise, qui amènent à des facteurs d'absentéisme. On peut avoir notamment, ici, on peut rentrer les accidents de travail, les maladies professionnelles également. L'organisation de l'entreprise, est-ce qu'on est sur un système qui permet aujourd'hui d'avoir des évolutions professionnelles? Est-ce que l'organisation permet une adéquation vie pro, vie perso? Je l'ai vu passer plusieurs fois dans le chat. Donc effectivement, l'organisation telle qu'elle est aujourd'hui au sein de la structure permet-elle de favoriser ou non l'absence ou la présence en entreprise? Je l'ai vu également, le manque de perspective d'évolution qui est aujourd'hui un des facteurs d'absentéisme qu'il peut y avoir en entreprise. Le mauvais management et la perte de sens, vous l'avez également dit à plusieurs reprises et par plusieurs personnes dans le chat. Alors, je viens de voir une autre question. Qu'en avez-vous par facteur de management? Absence. Alors, ça peut être soit une absence de management qui peut effectivement conduire à une personne à être en totale autonomie ou forte polyvalence sur son poste et du coup ne pas forcément réussir à s'organiser ou avoir une surcharge de travail ou une charge de travail qui est trop importante. Ça peut être également des relations qui sont dégradées avec le manager ou les managers, ça dépend aussi des secteurs. Pas de communication, une communication qui soit pas claire, une communication qui soit pas transparente. Vous pouvez aussi avoir des modes de management qui ne soient plus ou pas adaptés aux personnes. Vous pouvez par exemple avoir un changement de manager avec un management qui était très participatif dans le passé et là vous arrivez avec un manager qui lui, sa méthode de management est un management un peu plus directif et qui ne va pas correspondre à la personne et qui peut arriver à des situations excessivement conflictuelles ou même un mal-être des personnes dans l'équipe ou même dans l'entreprise de manière générale. Donc le management là est sur
dans l'absentéisme est vu d'une manière assez large. Ce n'est pas le seul facteur, mais on voit que depuis quelque temps, avant, quand on parlait d'absentéisme, on parlait forcément que de pathologie ou d'accident de travail, d'accident de trajet, et pas forcément de tout ce qui pouvait être aux alentours de l'absentéisme, comme des situations individuelles, le fait de ne plus être en accord avec les valeurs, ou comme vous l'avez dit à plusieurs reprises, de ne pas avoir de reconnaissance ou avoir une perte de sens. Avez-vous des chiffres sur des personnes présentes au travail mais peu productives? Alors non, je n'ai pas, je n'ai pas de chiffres, mais effectivement, je vais regarder, puis je m'engage, je prends effectivement votre nom par rapport à votre question, Florent, hop, et je m'engage à regarder, on reviendra vers voilà. Non, par contre, je n'ai pas de chiffres pour votre question, je m'en excuse. Mais on se rend compte quand même qu'on a 60% d'absentéisme pour accident de travail. Toujours est-il qu'en fonction des secteurs d'activité, en fonction des métiers aussi, on n'aura pas les mêmes risques, on n'aura pas non plus les mêmes durées d'absence. Et puis encore une fois, dans accident de travail, on a derrière les études de cause à effet de pourquoi on a eu cet accident de travail. Est-ce que c'est les conditions, est-ce qu'il y a les conditions de travail le permettaient? Est-ce qu'il y a un risque qui n'avait pas été identifié? Est-ce que le risque aurait également aussi pu être évité? Donc tout ça, on va le voir juste après dans le fait de comment justement identifier et mesurer ces risques et mesurer l'absentéisme. Mais juste avant, c'est la principale question de pourquoi mesurer l'absentéisme. Pourquoi aujourd'hui, c'est important de pouvoir le mesurer. Et pourquoi d'ailleurs, il y a beaucoup d'enquêtes, telles que le cabinet Aiming, mais vous avez Malakoff Humanis aussi qui sortent beaucoup d'enquêtes. Pourquoi aujourd'hui, ça devient primordial? Eh bien, parce que l'absentéisme peut avoir différents impacts. On peut avoir aujourd'hui un impact sur la productivité. Évidemment, ça peut avoir des conséquences directes sur la productivité de l'entreprise. Avec un niveau élevé, on peut affecter la rentabilité et la qualité de travail. Évidemment, là encore une fois, il faut le redescendre sur les secteurs d'activité et sur les métiers. Mais toujours est-il que aujourd'hui, des personnes ou des entreprises où il y a un fort taux d'absentéisme, l'impact sur la productivité est là. Évidemment, quand on dit ça, il faut aussi prendre en conséquence les types d'arrêts, pourquoi les personnes sont arrêtées. Est-ce que c'est une maladie professionnelle? Est-ce que c'est une pathologie avec un arrêt incompressible? Malheureusement, hormis accompagner les personnes le plus possible et leur permettre un retour ou un maintien dans l'emploi, malheureusement, ce n'est pas forcément à la main de l'entreprise, mais là pour le coup plus médicale. Et puis, vous avez également des absences qu'on pourra non plus pas, qui sont incompressibles, comme des arrêts pour la Covid, on l'a vu, mais également les arrêts pour gastro, grippe ou autre, comme on peut le voir, où on peut avoir chacun des arrêts de moins d'une semaine, de moins de 5 jours. On peut être tous confrontés à ces types d'arrêts-là. Pourquoi on le mesure aussi? Parce que l'absentéisme a un impact sur le climat organisationnel. Ça peut effectivement affecter la motivation et le moral des collaborateurs. Un service où il y a beaucoup d'absents pour les personnes qui sont présentes, pour le manager, pour le service RH, pour le fonctionnement global, eh bien effectivement, ça peut avoir des impacts. Parce que quand les personnes sont absentes et que on ne peut pas les remplacer, ou alors que le délai de remplacement est un petit peu long parce que on ne trouve pas de personnes pour remplacer, ou alors au niveau du service RH, les recrutements sont un petit peu longs à être mis en place, ou tout simplement parce qu'on ne peut pas remplacer de manière pérenne sur une absence, eh bien ça joue sur le moral. La charge de travail est redistribuée ou peut être redistribuée. Deux cas de figure, vous avez des entreprises qui, quand il y a des absences de longue durée, mettent tout en place pour pouvoir contrebalancer et répartir la charge de travail entre les collaborateurs qui restent, et d'autres stratégies où c'est un peu on fait ce qu'on peut et on essaye que ça avance sans forcément redispatcher sur l'intégralité du service ou des collaborateurs les actions et les tâches et missions de là ou des personnes qui sont absentes également.
pour les personnes qui sont présentes aujourd'hui au webinaire, peut-être que vous l'avez, peut-être que vous êtes en train de le vivre, peut-être que vous l'avez vécu effectivement. Quand il y a beaucoup d'absences, ou même pas forcément beaucoup d'absences, il suffit d'une absence dans une équipe pour qu'on soit complètement désorganisé et qu'il y ait un petit temps pour justement pouvoir se remettre à flot et dire bon, comment on refonctionne à 2 au lieu de 3, par exemple. Et puis également, il y a un coût financier aujourd'hui lié à l'absentéisme qui ne se limite pas effectivement au niveau des salaires, mais des coûts indirects tels que le recrutement temporaire ou la perte de compétences. Effectivement, des personnes qui sont en arrêt très longs, qui sont en accident de travail ou en maladie professionnelle, effectivement, qui ne sont plus sur leur poste de travail. On a aujourd'hui une perte de compétences puisque l'arrêt n'était pas forcément prévu. Et donc, comment on fait pour remettre tout le monde OK, pour effectivement amorcer cette remise à niveau en termes de compétences quand la personne qui est partie ou qui n'est plus là, malheureusement, détenait beaucoup de compétences. Le recrutement temporaire, vous le savez, c'est des choses, ce sont des coûts qui sont non négligeables pour une structure et qui peuvent revenir également aussi très cher. Donc il y a beaucoup d'impacts aujourd'hui qui sont liés à l'absentéisme, que ce soit sur les services RH et les professionnels des RH, mais que ce soit également sur les managers et même l'équipe, et surtout même l'équipe, puisqu'il faut pallier aux absences d'une manière ou d'une autre, comme je vous dis, avec différentes stratégies qui peuvent être opérées. Mais effectivement, on arrive des fois dans des situations qui sont assez complexes avec des équipes où on a plus de personnes qui sont absentes que de personnes qui sont présentes, mais il faut fonctionner quand même. Donc comment on fait? Qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour justement pouvoir pallier à ces absences et surtout pouvoir les réduire? C'est ce que je vous dis, il y a des absences qu'on ne pourra pas réduire, il y en a d'autres sur lesquelles on peut agir. Donc qu'est-ce qu'on met en place conjointement avec les partenaires sociaux, avec la direction, avec les équipes, avec les managers, avec le service RH pour justement venir mesurer cet absentéisme et venir mettre en place des plans d'action? Les enjeux à trois niveaux de toujours pourquoi mesurer cet absentéisme, et bien évidemment, on peut venir identifier les tendances. Mesurer l'absentéisme permet d'identifier les tendances au fil du temps, ce qui peut aider à anticiper ou même à atténuer les problèmes avant qu'ils ne deviennent critiques. Faire de la prévention plutôt que d'être en curatif. Alors, beaucoup de structures, quand on parle d'absentéisme, on me dit, mais oui, on a mis ça en place parce qu'il est arrivé ça. Alors, c'est super de mettre en place des choses parce qu'il est arrivé quelque chose. C'est ce qu'on appelle des actions curatives. Mais effectivement, la prévention est également très importante pour justement ne pas arriver à des accidents de travail, par exemple, qui pourraient être évités, ou à arriver à des personnes qui quittent l'entreprise, ou alors qui sont en arrêt parce que, comme vous l'avez dit, un mauvais lien avec le management, un système de reconnaissance qui n'est pas présent ou qui n'est plus en adéquation avec ce que souhaitent les personnes aussi. Donc, identifier les tendances dans l'entreprise, la mise en place d'enquêtes QVT, peut-être que certains d'entre vous le faites dans vos structures, ou peut-être que vous êtes même amené à répondre à ce type d'enquête qui vous ont été proposées par vos services RH ou vos managers. Mais le fait de pouvoir les identifier en interne permet de pouvoir traiter peut-être plus facilement les causes. Et s'il y a des choses sur lesquelles à l'instant T vous ne pouvez pas avoir d'action, au moins les connaître. Vaut mieux connaître les risques pour pouvoir mettre en place un plan d'action plutôt que de les découvrir le jour où ça arrive. Ça peut être aussi la mise en place de services ou de processus pour le maintien dans l'emploi ou le retour à l'emploi des personnes qui sont absentes, qui ont été absentes pendant longtemps. Malheureusement, moi je vais vous donner un exemple dans précédentes entreprises dans lesquelles j'ai travaillé. Vous aviez des personnes qui étaient absentes pendant une longue durée parce que une pathologie. Donc effectivement, il y a eu le suivi administratif qui a été fait pour savoir si la personne allait revenir ou pas, donc la mise en place d'une visite de pré-reprise, la reprise avec la visite de reprise avec la médecine du travail, et puis voir comment on pouvait adapter le poste. Par contre, une fois que la personne a réintégré la structure,
Il n'y a pas forcément de suivi qui a été fait. On l'a remise à son poste et puis on lui a clairement redemandé d'avoir le même niveau de travail que quand elle était partie. Or, on sait très bien qu'après une absence assez longue, on ne reprend pas tout pareil. On ne peut pas parce qu'il faut se remettre dans la dynamique de l'équipe, de l'entreprise, pour peu, en plus là c'était le cas, l'équipe pardon, avait quelque peu changé en termes de collaborateurs, donc la personne a été complètement catapultée dans une nouvelle équipe après un arrêt de longue durée pour une pathologie. Et bien en fait cette personne est repartie, s'est réabsentée et repartie en arrêt, mais là pas à cause de sa pathologie, mais simplement parce que sa reprise et son maintien dans l'emploi n'avaient pas du tout été anticipés et n'avaient pas du tout et n'étaient pas du tout adéquates avec les besoins de la personne et les prises en compte de la personne. Là, pour le coup, c'est quelque chose qui aurait pu, et je dis bien qui aurait pu être évité si on avait reçu la personne, si on avait, au-delà de faire l'obligation de médicale, si on avait reçu la personne pour dire de quoi réellement elle avait besoin, qu'est-ce qu'elle attendait, est-ce qu'elle avait des craintes par rapport à sa reprise, est-ce qu'elle avait besoin d'un entretien avec son manager ou avec un membre du service RH, plein de choses, on aurait pu l'éviter, cet arrêt en fait. Et puis il a même été dévastateur parce que la personne était très heureuse de pouvoir reprendre et en fait elle se retrouve, elle m'a dit, j'ai eu l'impression d'être dans une équipe qui était complètement nouvelle et dans une nouvelle entreprise globalement, alors que c'était pas forcément ce qui était voulu, puisqu'on était vraiment très contente que la personne reprenne, mais on n'avait pas du tout anticipé tous les facteurs qu'il pouvait y avoir à côté. Absence de à partir de combien de mois d'absence vous préconisez un suivi de retour? Combien de temps de suivi? Alors, ça va également dépendre des processus qui peuvent être mis en place. Ça va dépendre aussi des types d'arrêts, de la durée, par exemple. On sait que ça peut aller jusqu'à 3 ans enfin, une personne peut être absente jusqu'à 3 ans pour une reconnaissance en grave maladie. On peut aller jusqu'à 6 mois et après moins de 6 mois. Un suivi de retour, ça va être aussi conjointement, je vous invite réellement dans l'absentéisme et dans le suivi notamment des personnes qui seraient absentes sur une longue durée, d'avoir un lien avec votre médecine du travail. Alors quand elle est interne à votre entreprise, c'est peut-être plus simple. Des fois, dans la pratique, ça n'est pas forcément. Mais en tout cas, essayez vraiment d'avoir un lien. Combien de temps de suivi? Eh bien, ça va être comme à peu près pour une période d'essai. J'ai envie de dire, je dis toujours qu'entre du recrutement, de se servir de cette période d'essai, mais là, c'est vraiment le cas aussi. C'est pour la personne. 1 mois, 2 mois, s'assurer que la personne a bien repris, est bien en phase, et puis surtout l'aménagement de poste s'il y a eu besoin, est-ce qu'il convient bien à la personne, est-ce qu'il lui permet de reprendre dans les meilleures conditions aussi. Après, tout ce qui va être mis en place, échanger vraiment avec la personne, parce qu'un individu ne fait pas l'autre, échanger avec la personne sur son souhait d'accompagnement. Vous pouvez avoir des personnes qui, quand elles reprennent, veulent, entre guillemets, reprendre comme si de rien s'était passé et au risque de mettre un accompagnement peut-être très soutenu, la personne pourrait mal le vivre. Et à contrario, pour avoir des personnes qui, j'ai envie de dire, pendant 6 mois, auront vraiment besoin d'avoir ce suivi avec vous, avec vous, le manager d'ailleurs, pour se dire que, ok, on est bien, on relance, la dynamique est relancée et je me sens réintégrée dans l'entreprise. Utilisez vraiment pour les absences, si vous pouvez, les visites de pré-reprise qui ne sont pas obligatoires, hein. Mais utilisez vraiment parce qu'elles vous permettent, en amont de la visite de reprise, en amont même que la personne revienne dans la structure, d'avoir déjà une idée des aménagements de poste qui pourraient être faits, des restrictions également que la personne pourrait avoir suite à ces absences. Et puis pour aussi préparer, ça montre aussi que vous préparez, vous êtes dans une réelle démarche de gestion de l'absentéisme, réelle démarche aussi d'accompagner les personnes qui reviennent dans la structure.
Toujours, donc l'absentéisme, c'est le deuxième enjeu. Sur la réactivité, la planification, aujourd'hui, une mesure précise permet au service RH de pouvoir ajuster rapidement les ressources et de mettre en place des plans d'action pour justement pouvoir minimiser tous les différents impacts qu'on a pu voir. C'est vrai que si on reprend une gestion et qu'on se dit ah oui, il y a des absences un peu ci, un peu là, mais qu'on sait pas trop pourquoi. Dans la réactivité, ça peut être un petit peu plus complexe aussi. Bien évidemment, il y a des absences auxquelles on ne s'attend pas. Un accident de travail, je ne pense pas que vous prévoyez un lundi à 8h30 d'avoir un accident de travail de vous-même ou d'un de vos collaborateurs. Donc il y a quand même des choses aussi où il faut avoir une certaine réactivité et agilité dans la planification des remplacements quand c'est le cas. Et puis le dernier enjeu, qui est peut-être un des enjeux les plus importants, c'est vraiment l'amélioration du bien-être. En lien avec l'identification des tendances, le fait de pouvoir aujourd'hui mesurer l'absentéisme, ça va être un outil qui va pouvoir permettre d'évaluer l'efficacité des programmes de bien-être au travail, tout ce que vous pouvez mettre en place dans les conditions de travail, dans la QVT, dans toutes les préventions que vous pouvez faire aussi également, et de pouvoir apporter des ajustements là où c'est nécessaire. Avoir une réelle démarche de l'absentéisme, c'est également aussi pouvoir mettre en place des plans d'action, des enquêtes, être aussi en capacité de pouvoir gérer ce flot d'informations et aussi de pouvoir mettre en place des plans d'action. Il n'y a rien de pire que de laisser une enquête sans forcément de réponse derrière ou sans forcément de plan d'action derrière. Même si vous n'avez pas l'opportunité tout de suite derrière de pouvoir dire on va faire ça, 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 mais au moins donner de la visibilité pour dire bien on vous a entendu, on a repris les éléments, des plans d'action sont en train d'être construits ou co-construits et évidemment on ne laissera pas ces situations sans réponse. On le verra juste après sur les différents outils de mesure et les différentes méthodes que vous pouvez avoir. Et finalement, mesurer l'absentéisme, eh bien, ça va au-delà simplement de venir compter un jour d'absence. Parce que aujourd'hui, on peut très bien dire ah bah oui, je sais que j'ai tant de jours d'absence dans mon entreprise, répertoriés sur des moins de 3 jours, des plus de 6 jours, des plus de 90 jours. Ok. Déjà, c'est un bon début. C'est un bon début de connaître sa répartition dans son entreprise. Mais ça va au-delà de ça. C'est derrière cette donnée, qu'est-ce que j'en fais? Comment j'arrive à l'inclure dans ma stratégie de ressources humaines? Comment j'arrive à l'inclure plus globalement dans ma stratégie globale d'entreprise, mais également dans le lien que je peux avoir avec tous les partenaires internes ou même externes d'ailleurs de la structure? Comment je peux travailler de pair avec les partenaires sociaux, par exemple? Comment je peux travailler de pair avec les managers terrain, qui eux sont au quotidien confrontés peut-être, alors je ne l'espère pas, mais peut-être pour certains d'entre vous, au quotidien à des absences dans leurs équipes. Qu'est-ce qu'on peut mettre en place? Comment on peut mettre en place aujourd'hui une stratégie de lutte contre l'absentéisme en structure? C'est un outil stratégique qui va vraiment permettre de comprendre, d'anticiper, mais également de réagir aux défis qui sont liés à la gestion des ressources humaines, à la gestion de l'absentéisme. Et évidemment, en investissant dessus, vous allez pouvoir investir, et c'est aussi tout l'objectif, de pouvoir investir sur le bien-être des collaborateurs et la santé globale de la structure. Derrière, ça vient investiguer et aussi mettre en lumière d'autres pans de l'entreprise, c'est la QVT, mais je vous l'ai dit aussi tout à l'heure, et c'est pas moi, c'est vous, pardon, qui l'avez dit tout à l'heure, sur la lutte contre les RPS, donc les risques psychosociaux, l'amélioration des conditions de travail, la mise en place du plan d'action, la politique de santé au travail qui peut être mise en place, là encore une fois, conjointe avec la médecine du travail, mais également ce que vous pouvez aussi faire en structure. L'analyse, la mesure de l'absentéisme, c'est bien plus vaste que ce que je vous ai dit et ce que vous avez pu dire aussi dans le chat tout à l'heure sur
Simplement savoir que j'ai 30% de taux d'absentéisme dans ma structure. C'est réellement d'aller chercher pourquoi, d'aller creuser, d'aller voir la cause. Vous savez, d'utiliser un petit peu les outils, je vais vous les présenter juste après, qu'on utilise souvent en QSE hein, sur l'analyse des causes, l'arbre des causes, le diagramme d'Ishikawa, vous savez, l'arête de poisson, tout ça pour savoir pourquoi, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui fait que sur quoi je peux agir. Bien évidemment, en ayant toujours euh, en tête qu'il y a de l'absentéisme sur lequel vous ne pourrez pas agir. Il y a de l'absentéisme sur lequel vous ne pourrez pas, même toute la meilleure volonté du monde, vous ne pourrez pas agir dessus. Mais comme l'exemple tout à l'heure que je vous ai cité, l'arrêt longue durée du collaborateur, on ne pouvait pas agir dessus, c'était pour pathologie. Par contre, celui sur lequel on aurait dû agir, c'est effectivement la reprise de poste. Et celui-ci, il aurait réellement pu être évité ou tout du moins peut-être limité dans le temps. Si la personne avait vu que derrière, il y avait quelque chose qui se mettait en place et que ben, on la laissait pas comme ça en disant mince, bah, on n'a pas de politique, comment on fait quand la personne, après un arrêt, s'en va parce qu'elle a été mal réintégrée, par exemple. Vous voyez, il y a des choses sur lesquelles vous pouvez agir. Aujourd'hui, avant que je vous présente des outils, est-ce que vous, aujourd'hui, vous utilisez quelque chose en particulier? Je ne sais pas, par exemple, est-ce que vous avez un SIRH qui vous permet de sortir des taux d'absentéisme ou des répartitions d'absence ou de jours d'absence dans votre structure? Est-ce que, par exemple, vous avez mis en place des temps d'échange ou des enquêtes avec vos collaborateurs ou vos partenaires sociaux pour les entreprises où il y en a. Vous, aujourd'hui, voilà, quels sont les outils que vous utilisez? Qu'est-ce que vous faites ou que vous pensez utiliser? Si jamais vous n'avez pas encore utilisé ces outils, mais que vous souhaitez mettre en place une démarche de mesure de l'absentéisme. Tout pareil comme tout à l'heure, je vous laisse dans le chat écrire ou bien prendre la parole et ma collègue Romane pourra désactiver les micros. Vous n'utilisez peut-être pas d'outils encore aujourd'hui pour l'année. Effectivement. Alors, pour le coup, pour la personne qui serait en Suisse, alors vous me dites que c'est un système un petit peu différent. Est-ce que vous acceptez d'en dire un tout petit peu plus sur ce système? Alors, vous partez d'une famille. L'enquête Galu, tous les ans qui mesure l'engagement des collaborateurs. Merci Claudia. Ensuite, on travaille avec les managers en fonction des résultats. Ok. Ok. Claudia, est-ce que les résultats de l'enquête après sont partagés aux collaborateurs ou ça reste que au niveau des managers et après c'est le plan d'action qui est diffusé? Ok, ils sont publiés sur l'intranet, d'accord. Et vous avez toujours un fort taux de réponse à ces enquêtes? Et on a un historique, d'accord. Oh, pardon, excusez-moi. Vous arrivez à engager vos collègues? Ok, d'accord. Ok. Ok. Oui, donc 80% en général, c'est quand même un très bon taux parce qu'effectivement, derrière, c'est vrai que mettre en place une analyse, mettre en place des indicateurs et mettre en place des enquêtes, ça nécessite aussi d'avoir une bonne communication auprès des collaborateurs pour qu'ils puissent voir l'intérêt de pouvoir répondre à ce genre d'enquête. Mais pour qu'ils puissent également aussi voir l'intérêt de répondre à ces enquêtes, il faut qu'ils puissent se rendre compte que leurs réponses, pardon, sont traitées, que les réponses qu'ils peuvent faire font l'objet de plans d'action aussi. Alors, merci. Alors pour la personne qui est en Suisse, je suis désolée, j'ai pas votre prénom. Merci effectivement de pouvoir répondre également. Si nous avons des délais de protection et ensuite, ok. Joël, merci. Effectivement, ouais, d'accord. Des choses qui sont un peu plus. Ok.
Merci à vous pour ces échanges. Alors pour les autres, moi je vous propose différents outils qu'on peut avoir. La première, c'est l'analyse de l'existant et l'arbre des causes. Comme vous pouviez dire, Claudia, ben, vous avez un historique de ce qui s'est passé sur les précédentes enquêtes. Et bien là, c'est un petit peu la même chose. C'est effectivement d'analyser l'existant au niveau de l'absentéisme, mais aussi pouvoir le mettre en lumière avec ce qui s'est passé les années passées. Ventiler par type d'absence. Effectivement, si vous donnez un taux global d'absence dans l'entreprise, eh bien, ça mélange tout. Et puis, ça peut être difficile, enfin, c'est complètement difficile d'ailleurs, de pouvoir avoir un plan d'action sur une action en particulier, sur un type d'absence, puisque je vous l'ai dit, il y a des absences sur lesquelles vous ne pouvez pas agir. Mettre en place des indicateurs. Nombre de jours d'absence, la fréquence, la période, le type d'absence, c'est pareil. On ne peut pas mettre 50 indicateurs et essayer de suivre les 50. C'est pas forcément possible. Mettez les indicateurs qui vous semblent les plus pertinents au regard de votre stratégie et de ce que vous voulez mettre en place comme plan d'action pour pouvoir réellement les suivre et mettre un plan d'action qui soit adéquat et qui puisse vous permettre de répondre aux enjeux que vous avez. Vous pouvez également aussi relier absentéisme et pyramide des âges. Effectivement, on sait qu'à certaines périodes de la vie, on est plus à même, et je dis bien plus à même, c'est pas forcément le cas, hein, d'avoir des absences pour certains types de pathologies aussi également, plus que d'autres aussi. Donc, à voir aussi, ça peut être une mise en relief qui peut être intéressante avec votre pyramide des âges. Je vais vous parler, je vous fais un focus juste avant de retourner sur cette slide, sur l'analyse de l'existence et l'arbre des causes. Vous connaissez peut-être l'utilisation des 5 pourquoi. Pourquoi on a eu un accident de travail, par exemple? Bien parce qu'il s'est passé ça. Ah bon, et pourquoi il s'est passé ça? Ben parce qu'en fait, il s'est aussi passé ça. Et ça permet de traiter la cause racine, puisque régulièrement, on va traiter tout de suite ce qui s'est passé en essayant de se dire, bon ben mince, il y a eu un accident de travail, on traite la cause tout de suite, mais la cause racine, souvent, est un peu oubliée. On va être dans la démarche, effectivement, de vraiment l'analyse. Et là, pour le coup, mettre en place non pas une action curative qui fatalement va être mise en place s'il y a eu un accident, mais bien faire de la prévention pour que justement cette cause racine soit complètement supprimée quand c'est nécessaire, soit tout du moins que si elle ne peut pas être supprimée parce que c'est quelque chose qui est inhérent aux activités par exemple, mais au moins elle soit connue et qu'on puisse mettre en place un plan d'action pour que ça ne se reproduise pas ou amoindrir finalement les risques qui peuvent y avoir. Donc là, je vous ai présenté, donc vous avez les 5 pourquoi, vous avez l'arbre des causes, avec notamment connaître les risques inédits, identifier des corrections immédiates, vous avez les différentes causes, l'effet que ça procure, pardon, c'est effectivement plusieurs outils qui sont clairement un peu pris de la qualité pour l'adapter en fonction des problématiques RH. Donc n'hésitez pas non plus à vraiment aussi travailler de pair, par exemple avec, pour certains peut-être d'entre vous, vous avez des services QSE dans votre structure, n'hésitez pas aussi à pouvoir travailler avec eux sur des plans d'action qui pourraient être mis en place pour venir justement atténuer les accidents de travail, par exemple. Si on reprend, et je vois l'heure qui tourne, donc j'accélère un tout petit peu. Si on reprend sur les autres méthodes, vous avez derrière les questionnaires et les enquêtes. C'est ce que je vous ai dit, c'est ce qu'on a pu voir notamment avec Claudia juste précédemment. C'est quels sont les questions, les enquêtes que je pourrais proposer. N'hésitez pas aussi sur ces enquêtes, questionnaires, à faire un travail de pair avec les partenaires sociaux. Pour que eux aussi, certainement, qu'ils reçoivent de la part des collaborateurs des remontées, des ajustements, des choses qui pourraient être améliorées. Donc, travailler de pair avec eux, même derrière l'analyse des résultats quand c'est possible et quand évidemment le dialogue est apaisé, mais j'espère que c'est le cas. Également aussi avec les managers, puisque c'est au quotidien, comme disait Claudia, un travail qui doit être fait avec eux. Et surtout,
publier les résultats, même si il y a certaines choses qui des fois grippent un peu, où on se dit on fait des choses, mais quand même c'est visiblement encore pas suffisant. On publie et on essaye toujours de s'améliorer et de voir ce qui peut être mis en place. Vous pouvez également, et je vous encourage à faire les entretiens individuels quand vous avez et quand c'est possible, et également quand la personne le souhaite. Vous avez des personnes qui, quand elles sont absentes, que ce soit pour des raisons médicales, pathologie ou autre, ou pour un mal-être, qui refusent tout contact avec l'entreprise. Et vous devez effectivement respecter ce choix. Mais quand c'est possible, maintenez le lien, même à l'extérieur. Alors, je ne vous demande pas de l'appeler tous les jours, mais de maintenir ce lien, bien plus que le lien administratif au fait, vous ne nous avez pas envoyé votre facture pour votre soin ou vous ne nous avez pas réenvoyé votre arrêt de travail. Alors ça, il faut le faire, mais évidemment, au mieux, c'est de ne pas avoir que ce lien-là avec cette personne. Et puis, préparer avec elle son retour quand c'est possible, mais également préparer avec la personne quand il n'y aura pas de retour en entreprise. Pour X ou Y raison, vous le savez, il y a des fois des arrêts qui amènent derrière à des impossibilités de reclassement et donc des mobilités ou des fois des fins de carrière qui arrivent dans la structure. Accompagner les personnes quand c'est le cas. Alors quand la personne ne veut pas, ce sera peut-être pas vous, ce sera peut-être pas le manager, ce sera peut-être pas le chargé RH, mais ça sera peut-être le médecin du travail, ce sera peut-être les services d'assistante sociale qu'il peut y avoir peut-être dans vos entreprises, ce sera peut-être un collègue. Alors attention avec les collègues, il faut aussi accompagner les personnes qui accompagnent les personnes qui sont absentes, mais garder quand même ce lien au travers d'entretiens. Et puis, pour venir aussi mettre en place des méthodes de mesure ou des plans d'action, là pour le coup, faire des entretiens de groupe, des travaux de groupe avec les personnes ou le service où vous avez noté des augmentations d'absence, par exemple pour accident de travail, ce qui aurait pu être évité et comment on peut le mettre en place, ou alors des absences régulières sur la structure. Qu'est-ce qu'il y a? Est-ce qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans l'organisation? Est-ce que c'est la charge de travail? Enfin voilà, vraiment leur permettre de pouvoir échanger avec vous. Et encore une fois, un travail conjoint avec RH manager, RH partenaires sociaux quand c'est possible, mais vraiment avec un rôle important du service RH dans cette analyse-là. L'utilisation d'un SIRH, je ne sais pas si certains d'entre vous l'utilisent, je vous en présente un juste ici pour que vous voyez un petit peu à quoi ça ressemble pour les personnes qui n'en auraient pas. Voilà, un SIRH sur l'absentéisme, vous pouvez avoir en fonction de tout ce que vous rentrez, dans ce que vous paramétrez dans votre SIRH, un taux d'absentéisme qui peut sortir sur l'effectif moyen, l'absence moyenne par jour, enfin voilà. Et vous pouvez derrière, après, avoir du paramétrage à l'année, au mois, sur le trimestre. C'est vous qui voyez, mais ça peut déjà vous donner des données chiffrées. Toujours est-il que, comme je vous l'ai dit, derrière, il faut pouvoir les analyser aussi et se dire, ok, sur tel mois, j'ai eu tant d'absence, qu'est-ce qui se passe? Comment on peut voir, par exemple. Et l'étude comparative et le benchmark. Alors évidemment, vous avez beaucoup d'enquêtes et c'est ce que je vous dis. Si vous n'avez pas été jeté un œil, faites-le sur l'enquête Aiming, sur le baromètre donc du coup de l'engagement et de l'absentéisme parce que il est assez intéressant. Il permet d'avoir un benchmark par rapport à son secteur d'activité, par rapport au niveau national aussi. Ça vous permet en tant que manager ou RH de pouvoir vous dire ok, donc en fait il y a un phénomène quand même, c'est dans le secteur qu'on a une forte augmentation de l'absentéisme. Ok, des fois ça permet de se dire d'accord, on fait des choses bien, on met en place des choses, mais en fait je suis pas toute seule, il n'y a pas que moi où il y a un fort taux d'absentéisme, c'est peut-être propre au secteur, eh bien, comment on peut faire peut-être ensemble pour essayer de voir, peut-être que avec des pairs, on peut mettre en place des choses ou aller voir mes pairs, comment eux ils font
ou mes confrères, comment eux ils font dans leur structure pour justement ajuster tout ça. Donc les enquêtes sont assez intéressantes et puis elles vous permettent aussi de pouvoir trouver des plans et des axes d'amélioration, vous, sur vos structures et sur déjà ce que vous faites et de le confronter. De dire, ok, est-ce que ce que je fais, on le fait bien, on le fait assez est-ce qu'on n'est pas trop dans le curatif, par exemple, et pas suffisamment dans le préventif comment on peut faire aussi. Donc c'est intéressant de pouvoir avoir un échange de bonnes pratiques. Donc tout ça, je vous l'ai présenté. Et si en conclusion, finalement, on devait retenir des choses, c'est qu'il est primordial aujourd'hui d'utiliser et de suivre les outils. Les outils que vous avez présentés, mais peut-être ceux aussi que vous utilisez en structure, qui peuvent contribuer justement à l'alignement de la stratégie RH avec les objectifs organisationnels et l'objectif global. Et c'est ce que je vous ai dit, au-delà de pouvoir l'analyser et de sortir un taux, c'est de comprendre pourquoi, qu'est-ce qui se cache derrière, sur quoi je peux agir, comment je peux agir et surtout comment on peut agir ensemble. L'absentéisme, c'est pas qu'un sujet RH, bien que effectivement c'est peut-être vous dans vos structures qui recevez ces taux et qui analysez ces taux, mais c'est évidemment un travail de construction, de co-construction avec les managers, avec les collaborateurs, avec les parties prenantes. Je ne pourrais également aussi que vous conseiller de vous mettre en lien avec les médecines du travail, je vous l'ai dit précédemment, parce que c'est très important de pouvoir monter des actions qui vont favoriser tout ça et qui vont aussi permettre de montrer aux collaborateurs qu'il y a des choses qui sont mises en place pour pouvoir les accompagner. Et puis pour les personnes qui seraient déjà en absence depuis longtemps, et bien leur montrer qu'on ne les lâche pas, qu'on ne les abandonne pas, mais qu'on met en place des choses pour leur maintien dans l'emploi, pour leur retour à l'emploi et qu'on favorise aussi ces retours à l'emploi et surtout montrer aux personnes également qui restent dans la structure, qui elles ne sont pas absentes, que c'est un sujet qui est commun, que c'est un sujet qui est entendu dans l'entreprise et qu'il y a des choses qui sont mises en place et une étude qui est mise en place bien plus que dans une newsletter donner un taux par exemple. Eh bien écoutez, il est midi 29, on aura tenu les délais. Je vous remercie à tous pour votre présence ainsi que les échanges qu'on a pu avoir dans le chat. Si vous aviez des éventuelles questions, surtout n'hésitez pas à poser vos dernières questions ou même à les poser après par mail ou même sur LinkedIn. Hein, vous avez donc mes coordonnées, Marion Talabo, hein, je répondrai avec grand plaisir à vos questions. Merci à tous en tout cas pour votre présence. Je vous souhaite une excellente journée et puis peut-être à bientôt sur d'autres termes.